Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Des villes en ruine, des familles désœuvrées, une aide humanitaire qui peine à arriver après le séisme de magnitude 7,8 qui a secoué une partie de la Turquie et de la Syrie lundi matin. Le chaos peine à se dissiper. Plus de 12 000 personnes seraient décédées selon un bilan toujours provisoire. Une course à la montre de plus en plus vaine est engagée pour retrouver d'éventuels survivants. Plusieurs pays ont déjà annoncé l'envoi d'une aide financière, matérielle et humaine en Turquie, mais la Syrie de Bachar el-Assad souffre de son isolement sur la scène internationale. Face à l'urgence, l'Occident doit-il cependant lever ses sanctions contre Damas? Voici quelques-unes des questions donc que l'on va se poser dans cette matinale qui est consacrée aux répliques géopolitiques du séisme. Nous sommes en liaison avec Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Guillaume. Vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France. Vous êtes notre envoyé spécial en Turquie. Dans quelques instants, vous allez évoquer la situation sur place. Marion Nour Tanous, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. On vous doit notamment la Syrie au-delà de la guerre, publiée aux éditions du Cavalier Bleu. Dorothée Schmidt, bonjour. Vous êtes chercheuse, responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. On a assisté à une forme de mea culpa du président Erdogan qui était sommé de s'expliquer sur les failles du système donc de secours en Turquie. Est-ce une surprise ? En fait, ce qu'on voit aujourd'hui dans la réponse à ce séisme, c'est le résultat d'une hypercentralisation et d'une hyper-personnalisation du régime en Turquie. Tayyip Erdogan est évidemment mis en cause à partir du moment où c'est lui qui prend toutes les décisions en Turquie, surtout. Il se voit comme vraiment l'homme qui est le maître du destin du pays. Et il attendait tout sauf une catastrophe industrielle de cette ampleur naturelle, qui est une catastrophe industrielle politique pour lui. Parce qu'évidemment, il est mis en cause dans le fait que les régions où le séisme ont eu lieu sont des régions qui ont été relativement délaissées dans les plans de développement de l'AKP. Ce sont aussi des régions où sont installés énormément de réfugiés syriens qui sont venus depuis le début du conflit voisin en 2011. Une région où il y a beaucoup de Kurdes et on sait que le régime actuel est basé sur une alliance entre le parti islamiste et le parti ultranationaliste qui a vraiment une dent, pour dire le moins, contre les Kurdes. Donc évidemment, il y a beaucoup d'enjeux politiques en fait dans la réponse à ce séisme et il se trouve qu'on a une inefficacité assez grande pour le moment des autorités. Une inefficacité, pourtant, comme on l'a souvent évoqué, ça n'est pas absolument une surprise de voir un séisme en Turquie. Dorothée Schmidt, il y a là-bas une plaque, des failles et donc ce type de catastrophe, hélas, c'était prévisible. Alors tout le pays est en zone sismique. On sait que par exemple dans les Balkans, on voit très fréquemment des séismes également, donc c'est pas effectivement une surprise. Maintenant, tout le monde n'est pas toute la journée en train d'attendre The Big One. Demandez aux Californiens s'ils pensent toute la journée qu'un séisme va arriver. Là, ça fait quand même 200 ans qu'on n'avait pas eu un séisme de cette ampleur sur ces lignes de faille. Donc le dernier, il remonte au XVIIIe siècle. Ce qui veut dire aussi, d'après les sismologues, que beaucoup d'énergie probablement s'était accumulée dans ces lignes de faille et que donc l'ampleur du séisme, elle est aussi liée à ça. Maintenant, on va évidemment avoir des mises en cause de responsabilité sur le type de construction qui était inadapté, l'urbanisation un peu anarchique dans la région, et puis surtout aujourd'hui l'organisation du système de réponse aux catastrophes naturelles qui a quand même été complètement remise en place après le très grand séisme d'Izmit, près d'Istanbul, qui avait fait 17 000 morts en 1999. On va voir ça avec notre envoyé spécial sur place, Marie-Pierre Véraud. Vous êtes actuellement à Adana. Adana, c'est une ville de Turquie, une ville assez importante, 1,5 million d'habitants. Elle est située à 30 km de la côte méditerranéenne et elle sert aujourd'hui de base logistique pour tenter d'apporter des secours aux rescapés, c'est ça ? Oui, enfin c'est en tout cas ici, on est à quelques 200 km pour vous situer au nord d'Antioche et c'est ici que sont arrivés effectivement les secours, les humanitaires parce que c'était un peu le seul aéroport encore debout dans la région. Alors aujourd'hui, par chance, il fait beau, il fait soleil, c'est une bonne nouvelle pour les rescapés, c'est une bonne nouvelle pour les secouristes. Les rescapés, vous savez, qui sont dehors, qui passent la nuit dehors pour la plupart, mais il fait quand même extrêmement froid ce matin. Je l'ai dit, donc il y a eu
une tentative donc d'explication du président Tayyip Erdogan. Est-ce que les secours arrivent? Qu'est-ce que vous observez sur place? Écoutez, dans la nuit de lundi à mardi, quand j'étais sur place, c'était absolument délirant. Il n'y avait personne. Nous avons fait la route depuis Adana vers Antioche. Nous avons croisé des gens hagards sur les rues qui se réchauffaient à des feux de fortune. Nous sommes arrêtés à côté d'un hôpital qui s'était effondré. Des secouristes bénévoles, pas des secouristes professionnels, sont venus vers nous en nous disant « Est-ce que vous pouvez prendre cette petite dame, l'amener à l'hôpital suivant? Et puis auriez-vous un peu d'eau? Auriez-vous un peu de nourriture? Nous n'avons vu personne. Il y a là des survivants sous les décombres dans l'hôpital. Nous devons les sortir, mais nous n'avons rien. S'il vous plaît, aidez-nous. Alertez. Dites que nous sommes là, que nous avons besoin d'aide. » Et c'était partout. Sur ces 200 km jusqu'à Antioche. Et Antioche, c'était vraiment l'apocalypse. C'est-à-dire, quelle situation avez-vous découvert à On Antioche? est arrivé au petit matin, donc après une nuit où il avait énormément plu, où on voyait bien des silhouettes d'immeubles, où le bitume était défoncé, on se rendait bien compte que la région était dévastée. Et on est arrivé là dans une ville, si vous voulez, c'est comme si un géant avait marché sur des immeubles, les aplatissant, en avait pris d'autres, les avait jetés, fracassés les uns contre les autres, plus rien debout. Aucun bâtiment, qu'il soit ancien ou récent, même les anciennes églises, la synagogue, les mosquées, une ville rasée. Et là, beaucoup de colère des habitants, nous disant nous sommes seuls, que se passe-t-il? C'est parce que nous sommes en zone rebelle, enfin rebelle, c'est une zone qui ne vote pas pour le parti au pouvoir, que l'on n'est pas venu nous aider, mais que fait l'État? Que fait l'État? Nous ne voterons plus jamais pour l'AKP. Donc il y avait une grande colère politique, ce qui a évidemment fortement déplu au pouvoir quand c'est arrivé aux oreilles du président Erdogan. Dorothée Schmidt, vous pensez qu'il y a ce type de calcul ou bien il y a une impuissance du pouvoir qui, de toute façon, n'aurait pas pu envoyer des secours là-bas? Alors il y a ce mélange de désorganisation qu'on notait. Avant le séisme d'Izmit, l'armée était en première ligne pour intervenir. Et c'est une critique qui est beaucoup faite à Erdogan aujourd'hui. C'est que le nouveau système de gestion des crises place l'armée simplement en deuxième solution. Or, il se trouve que c'est la seule organisation vraiment avec la discipline et les relais locaux, les relais régionaux qui permettraient d'intervenir de manière super efficace en principe, bien que depuis le coup d'État de 2016, on ait à la fois une grande méfiance du pouvoir politique vis-à-vis de l'armée, et puis beaucoup de casernes aussi ont été fermées. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des locaux de l'AFAD, donc les relais régionaux de l'Agence de gestion des crises, dont le centre est à Ankara, qui ont été détruits par le tremblement de terre. Et donc finalement, des équipes locales qui sont incapables de coordonner l'aide. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on a un énorme afflux d'aide internationale. Et on est tous en train de suivre des secouristes qu'on connaît, qui se rendent en Turquie, et qui sont parfois bloqués pendant très longtemps à Istanbul avant de pouvoir venir sur place, et pas uniquement pour des raisons de logistique, de routes coupées ou de froid, de conditions climatiques, mais aussi parce que tout simplement les permis d'intervenir soit ne sont pas délivrés, soit le sont faits dans le plus grand chaos, ou bien en tout cas on n'a pas d'interprète, on n'a pas le matériel non plus sur place. On parlait de chaos, Marie-Pierre, vous l'avez dit, il y a eu donc une situation extrêmement chaotique là-bas, et le tremblement de terre a été extrêmement fort, il y a eu 185 répliques, et ça veut dire que, j'imagine, les immeubles sont ou bien détruits, ou bien extrêmement fragilisés, les gens dorment dehors alors qu'il fait froid, comment ça se passe ? Oui, écoutez, les plus chanceux, ceux qui ont une voiture, dorment dans leur voiture entassée, mais bien sûr, il y fait très froid. Beaucoup dorment dehors. Certains ont mis des petites tentes dans la rue, devant leur maison. D'autres sont dans leur garage. Certains ont été accueillis dans des espèces de centres pour réfugiés. Les mosquées ont ouvert. Les municipalités ont mis des locaux à disposition quand ils étaient encore disponibles. Et là, on vient à l'abri, non pas se réchauffer, parce que souvent il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, mais au moins on peut se poser quelque part et s'asseoir. Manon Nourtanouz, donc nous avons vu la situation en Turquie, en Syrie, que sait-on sur ce qui se passe là-bas ? En Syrie, le paysage de désolation est similaire à ce qui vient d'être décrit pour la Turquie. Ceci étant que la Syrie a connu 12 années de guerre et que le pays est déjà exsangue, que les Syriens gèrent une crise après l'autre sans avoir de ressources pour le faire.
On a parlé de différentes séquences, une épidémie de choléra cet hiver, l'émissaire de l'ONU qui briefait le Conseil de sécurité il y a quelques semaines, fin janvier, sur la situation en Syrie, met en évidence une crise politique, économique, sécuritaire en matière de droits de l'homme d'une échelle, selon ses propres termes, à peine inimaginable. Donc c'est dans ce scénario-là que se déroule ce séisme. L'autre différence étant qu'on a des problématiques diverses en fonction de la gouvernance des territoires touchés, puisque les territoires qui sont concernés par le séisme sont essentiellement ceux du nord, c'est-à-dire une poche rebelle, la dernière poche rebelle autour d'Idlib, et la côte, Latakia, Tartous, à l'intérieur la ville de Hama, et donc des zones qui sont plutôt là sous gouvernance du régime. Alors, ça veut dire quoi pour la zone autour d'Idlib, donc cette zone rebelle? Est-ce que le régime ne peut pas y envoyer des secours? Est-ce que de toute manière, le pays étant dans une situation extrêmement précaire sur le plan économique, il n'est pas possible d'envoyer suffisamment de secours et d'aide là-bas? Alors, le régime ne veut pas laisser des secours entrer, malgré les promesses faites il y a quelques jours par l'appareil diplomatique du régime à l'ONU, disant si vous acceptez qu'une aide soit versée au régime, à condition qu'elle passe par Damas, nous promettons qu'elle sera reversée à l'ensemble des Syriens où qu'ils se trouvent. Et la diplomatie onusienne, à mon avis, à juste titre, en doute, puisque par ailleurs le régime refuse l'ouverture de nouveaux points de passage, puisqu'on est face à un problème pratique. Cette région d'Idlib dépend aujourd'hui d'un unique point de passage, Bab el-Hawa. Il y a eu plusieurs points de passage négociés par l'ONU depuis 2014, fermés les uns après les autres, notamment sur pression de la diplomatie russe, qui considère que maintenant l'aide doit passer par Damas et ne plus contourner le régime syrien, sur un argumentaire de souveraineté sur lequel on pourra revenir. Et donc cette région ne dépend plus que de ce point de passage, qui est renouvelé tous les 6 mois, au sujet duquel les Russes ont mis leur veto en juillet dernier pour finalement accepter une formule minimale qui a été renouvelée finalement en janvier. Et ce point de passage dépend de routes qui, elles, ont été très gravement endommagées. Donc là, la problématique, c'est de faire acheminer des aides et de pouvoir évacuer des blessés par ce point de passage qui n'est plus véritablement fonctionnel, ou de trouver d'autres solutions, ouvrir d'autres corridors humanitaires, ce que le régime refuse, ou trouver des passages entre les fronts à l'intérieur de la Syrie, ce qui n'est pas non plus l'option actuelle. Dorothée Schmidt, on voit en tout cas que l'aide généralement est d'abord dirigée vers la Turquie et probablement moins vers la Syrie. Est-ce que celle-ci aujourd'hui peut apporter véritablement une aide aux populations sinistrées? Est-ce que ça signifie là aussi qu'il va y avoir nécessairement des modifications entre l'Occident et la Turquie d'Erdogan? Alors d'abord, l'épicentre du séisme, il se trouve en Turquie, et il y a plus de morts en Turquie, même si c'est effectivement difficile de recenser le nombre de morts en Syrie, du fait de la situation des territoires que vient de décrire Manon. Mais à terme, je pense qu'effectivement, cet afflux d'aide internationale que le gouvernement turc n'arrive pas en réalité vraiment à coordonner va faire peser une sorte de pression sur le gouvernement. Donc on vit quand même, je pense, un moment de bascule à court terme, mais aussi à moyen terme, parce qu'on a 15 ou 20 millions de personnes qui sont touchées en Turquie par ce séisme. Et on aura donc un enjeu énorme sur la reconstruction de ces régions. Tayyip Erdogan s'est senti obligé hier de dire qu'il promettait qu'en 1 an, on offrirait un logement à toutes ces personnes sans abri. 1 an, ça semble très long, évidemment. Donc je crois que ça signifie que le régime, pour le moment, n'a aucune idée de la façon dont il va faire face matériellement à cette catastrophe. Marie-Pierre Véraud, on a aussi pu lire qu'Internet avait été coupé, certains sites ont été coupés par Erdogan sur place en Turquie, ce qui signifie qu'il y a une colère, vous l'évoquiez, de la population sur place et une colère qui se transforme en colère politique.
On peut dire ça, en effet. En tout cas, l'opposition, qui est censée désigner son candidat la semaine prochaine, ne se prive pas de critiquer le système de l'AKP. Ce dont parlait Dorothée Schmitt, la manière dont l'économie a été concentrée entre les mains d'un seul homme et dont les contrats dans le BTP ont été confiés à des proches du pouvoir souvent. Vous savez que le pays s'est couvert de bâtiments. Il y a une frénésie de construction. Le président Erdogan, donc l'opposition critique ce système-là, impliquant que peut-être les normes sismiques n'ont pas toujours été respectées. Et si vous voulez, hier, j'étais donc à Iskenderun, ce port, vous savez, Alexandrette, non loin d'Adana, entre Adana et Antioche. Et dans la soirée, j'étais dans un petit abri avec des réfugiés parce qu'il y avait de l'électricité tout bêtement pour recharger mon ordinateur. Et à un moment donné, quelqu'un est arrivé avec des cartons de sandwich, de thé chaud, et a commencé, les gens se sont précipités, a commencé à leur distribuer. Ils se sont mis à pleurer en remerciement, si vous voulez, ces sinistrés qui étaient tellement épuisés. Et le monsieur s'est levé et a dit: je vous le signale, cette aide est distribuée par la mairie métropolitaine d'Istanbul. C'est elle qui vous apporte tout cela. Et bien sûr, là, c'est Ekrem İmamoğlu, c'est le maire d'Istanbul qui est aussi un autre ennemi d'Erdogan, un candidat éventuel aussi à la présidentielle. Donc on voit bien que sur le terrain politique, chacun tente de faire valoir que c'est lui qui est là, que c'est lui qui aide. Oui, donc c'est très politique, Dorothée Schmitt. Oui, alors le leader du principal parti d'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, qui attend d'être peut-être désigné comme candidat pour l'élection présidentielle et peut-être défier Erdogan, est effectivement entré en scène en commençant à dénoncer l'incurie du gouvernement. Erdogan crie à la polémique stérile, mais on sent bien qu'effectivement l'opposition va finir par sortir de cette espèce d'unité nationale provisoire. Et on a une bataille d'images des rares municipalités gérées par ce parti dans la région, parce que l'essentiel de la région est géré par le parti Tayyip Erdogan. C'est ce qui aussi leur fait peser une énorme pression politique. Donc les municipalités gérées par le CHP, le parti d'opposition, mettent en scène leurs efforts efficaces pour venir en aide aux réfugiés et montrer par contraste la nullité du gouvernement. Dorothée Schmitt, chercheuse responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Marion Nour Tannous, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. On vous doit La Syrie au-delà de la guerre, publiée aux éditions du Cavalier Bleu, et notre envoyé spécial sur place, Marie-Pierre Véraud. On se retrouve dans quelques minutes pour voir comment ce séisme va peser sur le plan géopolitique, sur la situation de la Syrie qui était déjà désastreuse avant cette catastrophe, et sur la manière dont la Turquie devra probablement modifier sa politique extérieure au vu de ce drame. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Quels sont les enjeux géopolitiques sous-jacents à la crise humanitaire que traversent depuis 3 jours la Syrie et la Turquie? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Dorothée Schmitt, chercheuse responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales, Manon Nour Tannous, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. On vous doit notamment La Syrie au-delà de la guerre aux éditions du Cavalier Bleu, avec une difficulté supplémentaire pour la Syrie, Manon Nour Tannous, suite donc à ce tremblement de terre. L'idée d'apporter une aide à ce pays, ce peut être également le risque d'apporter une aide au régime de Bachar el-Assad. Oui, les enjeux dans les zones du régime ne sont pas plus simples, puisque, on l'a dit tout à l'heure, le régime en a appelé aussi à l'aide internationale, mais là on est face à un double problème. D'une part, on a cette hypercentralisation qu'évoquait Dorothée au sujet de la Turquie, où le régime souhaite absolument contrôler l'arrivée de cette aide, et on le voit dans des exemples locaux très concrets, comment celle-ci doit nécessairement passer par les gouvernorats ou les mairies, et peine à arriver jusqu'aux hôpitaux, où les personnes ont besoin de cette aide de manière très concrète et très pratique. Et le deuxième problème, c'est un problème bien connu sur sa politique à l'égard de l'aide et qui montre toute la dimension politique de l'aide humanitaire, c'est le détournement qu'il en fait.
notamment de l'aide prodiguée par l'ONU depuis plusieurs années, où on considère que plusieurs dizaines de millions de dollars ou d'euros de l'ONU servent en fait à financer le régime, que ces ressources seraient constituées environ à un tiers de cette aide-là, au lieu d'être redistribuées. Et ça pousse certaines ONG à parler de culture de la complicité ou de la docilité des institutions internationales à l'égard du régime, puisqu'elles acceptent finalement de se plier à ces conditions, c'est-à-dire d'envoyer de l'aide à Damas, et cette aide est détournée et ne parvient pas aux populations qui en ont besoin. Donc ces deux arguments, le fait qu'ils centralisent à l'excès et que finalement cette aide ne soit pas utilisée à bon escient, fait que les pays qui souhaiteraient aussi envoyer de l'aide dans les zones du régime sont aussi réticents et tentent de trouver différents moyens. Quels moyens? Parce que c'est une équation qu'on retrouve, hélas, souvent dans des pays, des dictatures qui sont aux prises avec différentes catastrophes. Comment faire pour aider les populations civiles sans aider les dictateurs? Oui, c'est un questionnement assez classique qui prend une dimension particulière sur le cas syrien, puisque le régime est finalement dans une sorte de normalisation à bas bruit, de normalisation alors qui n'est pas éclatante, qui n'est même pas évidente, parce qu'il aurait sans doute espéré que celle-ci serait plus rapide, mais on a différents éléments de contact renoués avec des pays arabes. La séquence la plus manifeste étant la réouverture de l'ambassade des Émirats arabes unis en 2018, fin 2018, et depuis plusieurs initiatives du régime syrien qui capitalisent sur un discours de victoire et de fin de la guerre pour redevenir l'interlocuteur sur la scène internationale. Et il utilise cette crise et l'aide qu'il appelle pour cela. Oui, parce qu'il faut dire aussi, Manon Nour-Tannous, que la situation économique de la Syrie est absolument catastrophique. Il y a une problématique des prix de l'énergie, on en parlait pour la France, mais là, elle se pose de manière beaucoup plus dramatique encore pour une population absolument paupérisée. Le pays est détruit et il n'y a pas véritablement de perspective de reconstruction. Oui, le pays est exsangue. Sa situation économique est catastrophique, adossée à la crise libanaise voisine. Donc le Liban ne peut même plus servir de ce poumon économique qui avait été son rôle pendant un certain nombre d'années. Et on voit finalement qu'en fait, même à Damas, qui était une zone que le régime voulait relativement protéger du conflit depuis 2011, à Damas, les gens n'arrivent plus à s'alimenter. Quelques exemples pour avoir un ordre d'idée. 1 kilo de fromage ou 1 kilo de viande, représente jusqu'à la moitié d'un salaire moyen. Les gens ont quelques heures d'électricité par jour, plus d'essence pour aller travailler. Et donc il y a un décalage flagrant entre d'un côté un régime qui parade avec des banderoles à Damas qui annoncent la victoire du régime à l'issue de cette décennie noire, et la vie des Syriens et des Syriennes qui est extrêmement difficile et qui génère finalement de nouvelles critiques à son égard, de secteurs de la population qui ne l'avaient peut-être pas critiqué jusqu'à présent, et sur des thèmes comme la corruption qui sont malgré tout une manière indirecte de critiquer sa gestion de cette sortie de crise. La situation économique en Turquie est également complexe. Elle va être rendue encore plus complexe par le tremblement de terre, Dorothée Schmidt. Voilà, la situation en Turquie n'est pas au niveau de la situation de la Syrie parce que le pays ne sort pas de 12 ans de guerre, mais elle est effectivement mauvaise parce que d'abord le pays est très intégré à l'espace économique européen et que donc il souffre du ralentissement de la croissance mondiale, évidemment de la pandémie qui a amené des goulots d'étranglement un peu partout. Donc on a à la fois une inflation qui est très forte, un ralentissement de la croissance, un début d'appauvrissement de la population un peu partout. Et donc on avait déjà ce mécontentement économique qui grondait en Turquie et dont on pensait qu'il allait peser sur les élections qui sont prévues maintenant au mois de mai, puisque Tayyip Erdogan les avait avancées d'1 mois. Je pense que d'ailleurs maintenant le calendrier électoral va vraiment devenir un problème pour le régime. Et le poumon de l'économie turque aujourd'hui, finalement, c'est l'argent extérieur, parce que c'est toujours un pays qui vit à crédit. C'est un pays qui manque d'épargne, c'est un pays qui a terriblement besoin de financement extérieur. Et en ce moment, le gouvernement était en train tout simplement de vider les caisses pour gagner les élections. C'est-à-dire qu'on était en train, à nouveau, et notamment d'annoncer des programmes de construction de logements sociaux dans la région qui a été frappée par le tremblement de terre. Donc, en fait, au mépris complet de tous les avertissements sur le risque sismique dans la région. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les caisses sont pratiquement vides en Turquie. Et il y a de l'argent qui va affluer sous la forme d'aide humanitaire, d'aide d'urgence,
Il y aura certainement une conditionnalité, même implicite, qui sera associée à l'aide occidentale. Le gouvernement ne pourra pas utiliser cette aide de manière aussi simple que le fait Bachar el-Assad, comme vient de le décrire Manon, qui effectivement, lui, peut vraiment capter l'aide et faire ce qu'il veut avec pratiquement, parce qu'il n'y a plus de contrôle. Et donc, il est évident qu'Erdogan va devoir compter sur l'aide de gouvernements amis qui lui mettront moins de conditions. Alors, on sait que, par exemple, le Qatar s'est aligné très rapidement pour envoyer des équipes de secours. J'ai vu que les Émirats avaient annoncé 100 millions d'aides, ce qui est absolument monstrueux. Alors, je pense qu'il y a une partie de cette aide qui sera certainement dirigée vers la Syrie. Pour le moment, on ne sait pas exactement concrètement comment ça va se passer. Mais aujourd'hui, ce que moi je trouve extrêmement frappant, c'est que les cotations à la bourse d'Istanbul sont suspendues. C'est-à-dire que l'image de la Turquie comme un émergent très prometteur sur lequel tout le monde investit, en a encore pris un coup. Et c'est ça, parce que, alors évidemment, la Turquie n'est pas dans la situation économique désastreuse de la Syrie, qui est un État failli. La Turquie n'est pas dans ce cadre-là. En revanche, on ne voit pas le projet économique d'Erdogan. Oui, la Turquie souffre à la fois du ralentissement de sa croissance, parce que finalement, elle a vécu une période de rattrapage économique extrêmement fort, qui est aussi à la base du miracle politique de Tayyip Erdogan. C'est effectivement le développement tout azimut. C'est de cela dont il était crédité. Oui, et dans ce développement, il y a aussi la politique d'urbanisation, le renforcement des provinces et l'ancrage local de l'AKP. Et ça, c'est en jeu aujourd'hui avec ce séisme. Mais parce qu'il y avait une sorte de pacte originellement entre Erdogan et son peuple. Le peuple était prié d'abdiquer une part de sa liberté politique au profit d'une relative prospérité économique. Dès lors que ça n'est plus le cas, si le pacte est rompu, est-ce que l'on peut espérer, au contraire de la Syrie, au moins que les prochaines élections le voient renvoyé hors du palais présidentiel? Alors ça, c'est une façon très très agrégée de voir les choses. Il y a beaucoup de Turcs qui ne voyaient pas du tout une abdication de leur liberté qui était derrière Tayyip Erdogan, parce qu'ils ont le sentiment au contraire d'avoir gagné de la liberté en ayant cette alternance politique avec ce gouvernement islamiste qui est arrivé au pouvoir en 2002 et qui finalement a libéré tout ce qu'on appelle le pays réel et la Turquie conservatrice. Simplement aujourd'hui, tout ce petit peuple de l'AKP, dont une partie est, comme on le disait tout à l'heure, au seuil de la pauvreté, ne pourra plus bénéficier d'aide sociale parce qu'il n'y aura plus d'argent. Tout cet électorat de ces régions dont on dit parfois qu'elles sont plutôt acquises à l'opposition, encore une fois, c'est faux. Sur les 10 provinces, il y en a 8 sur 10 qui sont gouvernées par l'AKP. Donc on a vraiment un enjeu aussi électoral, effectivement, aujourd'hui pour Tayyip Erdogan sur cette faillite apparente pour le moment. Il est trop tôt, évidemment, pour dire ce que ça aura comme effet. Mais je pense que le fait d'avoir annoncé l'état d'urgence dans les 10 provinces, ce n'est pas uniquement pour une question d'organisation. C'est probablement aussi pour éviter qu'on ait des dérapages politiques. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il pourrait très bien ne pas y avoir d'alternance politique. D'abord, les élections seront extrêmement difficiles à organiser dans ces régions. Et c'est quand même une bonne partie de la Turquie. Et on voit déjà aujourd'hui que des influenceurs, des critiques qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux ont été arrêtés pour avoir... Ils ont coupé Twitter. Voilà, ils ont coupé Twitter hier en partie. Donc il y a vraiment une colère du gouvernement contre ces expressions de mécontentement. Pour Bachar el-Assad, c'est la même chose de manière décuplée. Depuis des années, on sait qu'il ne tient que grâce à l'aide extérieure, notamment de la Russie. Je parle d'une aide militaire, dans la violence et dans la cruauté, comme on le sait. Manon Nourtanous, est-ce que là aussi, il faut écarter tout espoir que le régime ne s'effondre, alors qu'on a encore une fois affaire à un pays failli ? Le régime, en tout cas, reste en place dans un combat de faibles. Je dirais c'est le moins faible de tous les acteurs sur la scène syrienne. Donc effectivement, il est toujours en place, mais il est entièrement dépendant, vous l'avez dit, de ses alliés extérieurs. Son système politique lui-même est réorganisé par ses alliés extérieurs, les Russes au premier plan et ensuite les Iraniens. Donc malgré ce discours de souveraineté qu'il mobilise, il n'est plus réellement souverain sur son territoire. Vous parliez d'État failli, on se demande même si c'est encore un État. Mais la clique du régime est toujours au pouvoir et capitalise sur le fait que ceux qui sont en face d'elle sont peut-être moins séduisants que cette clique au pouvoir, sont peut-être moins fréquentables aussi. Et donc ça se joue dans la comparaison en fait. Ça se joue dans la comparaison avec les islamistes ?
en particulier avec les islamistes, qui sont la figure de l'infréquentabilité auprès des Occidentaux. Et c'est une pratique très connue des Assad que de convaincre les partenaires extérieurs que si ce n'est pas eux, ce sera soit le vide, soit le chaos, soit les islamistes, et à partir de 2014, soit État islamique. Est-ce que c'est vraiment cela l'alternative? Ça veut dire donc d'une part qu'il n'y a plus de possibilité d'alternative démocratique, que celle-ci a été méthodiquement éliminée par Bachar el-Assad. Est-ce que le choix auquel les Syriens pourraient avoir droit, c'est celui qu'il y aurait entre Bachar el-Assad, son régime criminel, et d'autres criminels islamistes? Alors, tout a été mis en œuvre pour cela, pour effectivement ruiner toute alternative politique séduisante, avec des séquences très marquantes comme la bataille d'Alep fin 2016, où il suffit de regarder en fait les frappes menées par les Russes à ce moment-là, qui sont venus en aide depuis un an à ce moment au régime syrien, et qui ciblent Alep Est en particulier, alors que quelques kilomètres plus loin se trouve Raqqa, qui est capitale de l'État islamique et qui est relativement épargnée. Donc la politique du régime et celle des Russes est d'éliminer la troisième voie, d'éliminer toute alternative séduisante. Il y a ça, il y a aussi une lassitude évidemment de ceux qui se sont soulevés contre le régime, qui sont aujourd'hui réduits à devoir gérer le quotidien et survivre, ce qui effectivement dessine un avenir plutôt sombre. Maintenant, aucun problème de ceux qui sont soulevés en 2011 n'est résolu. Les réfugiés ne rentrent pas, malgré le discours du régime. Les conditions sécuritaires ne leur permettent pas de rentrer. La question de la gouvernance est loin d'être résolue, puisqu'on est plutôt dans le registre d'une restauration autoritaire. Et ça donne lieu à quelques manifestations, alors qui sont évidemment, qui n'ont rien à voir avec l'ampleur de 2011, mais encore il y a quelques semaines, dans le sud du pays, qui est une région reprise par le régime, on a des manifestations contre le régime avec des slogans qui concernent, c'est vrai, avant tout les conditions de vie et la corruption, mais qui relèvent plus largement d'une critique de ce que le régime fait de ce pays à l'issue de la crise. Conditions de vie dramatiques, salaire moyen de $20 dans certaines zones, un litre d'essence à $2, bref, c'est une équation insoluble. Oui, sur le plan économique, le régime n'est pas convaincant, alors qu'il aurait pu l'être. Oui, vous le dites de manière... oui, c'est dit de manière légère. J'entends par là que sur le plan économique, évidemment, il n'était pas convaincant, et même sur le plan économique, il n'y arrive pas. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça fait émerger de nouvelles critiques qu'on doit, je pense, prendre en charge, qui ne donnent pas lieu à un soulèvement. Et je pense que le pays n'a pas les conditions aujourd'hui pour que soit remise véritablement en cause sa gouvernance. Mais il n'a rien à proposer pour la Syrie à venir. Les conséquences géopolitiques de la situation en Turquie sur la situation en Syrie, Dorothée Schmidt, puisque là aussi il y avait un rôle d'Erdogan, d'abord donc vis-à-vis du voisin syrien. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir ? Alors aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est d'abord dans une concurrence des urgences, c'est-à-dire qu'en fait la Turquie, qui a un appareil diplomatique très efficace et qui est aussi le pays qui, quand même des deux, a le plus souffert de ce séisme, va essayer de capter toute l'attention et toute l'aide. Et comme l'expliquait tout à l'heure Manon, c'est par la Turquie que passe l'aide occidentale qui n'est pas captée par Bachar el-Assad, par le point de passage de Bab el-Hawa, qui aujourd'hui est pratiquement inopérant puisque les routes ont été détruites par le séisme. Alors le ministre turc des Affaires étrangères a déjà annoncé qu'il s'apprêtait à ouvrir 2 autres points de passage. Je ne sais pas vraiment s'ils ont le temps de s'occuper de ça et de le faire. Je pense qu'en réalité, ils sont complètement désactivés, entre guillemets, sur le dossier syrien pour le moment. Mais moi, ce qui me frappe, c'est vraiment cette idée d'une concurrence des détresses. C'est-à-dire que vous voyez bien aujourd'hui, en réalité, on parle beaucoup moins de la Syrie que de la Turquie. Alors c'est effectivement parce qu'on sait beaucoup moins bien ce qui s'y passe. C'est aussi un peu, comme je viens de le dire, parce que la situation est moins grave. Mais c'est aussi parce que la Turquie va essayer de capter toute l'attention et est obligée de réorganiser très rapidement sa communication diplomatique. Or, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que Erdogan n'a pas de narratif, comme on dit joliment en français, à proposer. Et ça arrive assez rarement. C'est arrivé dans quelques moments de crise politique qu'il soit pris de court, mais c'est quand même très rare. Et là, j'ai l'impression qu'il est pris de court. Oui, mais alors, justement, parce qu'il y avait aussi une dimension conquérante de la Turquie, notamment donc, sur le plan géopolitique, dans l'islam
dans l'islam international. Ça va quand même obligatoirement freiner ces velléités. Ce n'est pas que la question de l'islam. La Turquie, aujourd'hui, elle se positionne comme un pays qui est médiateur, notamment entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, depuis le début du conflit ukrainien, elle a gagné énormément de leviers diplomatiques. C'est un pays qui a aujourd'hui le 5e réseau diplomatique mondial, qui se redéploie en Afrique de manière absolument sidérante, avec des Français qui sont d'ailleurs très inquiets de l'influence que la Turquie gagne dans des pays où les Français, eux, sont en retrait, ils sont en proie à des critiques extrêmement fortes. Donc la Turquie, ce n'est pas uniquement un acteur islamiste potentiel, parce qu'en réalité, depuis que les printemps arabes ont laissé à la place à cette espèce de contre-révolution et de restauration quasiment en Égypte, en Syrie, la Turquie a un peu abandonné ce rôle de leadership théorique du monde sunnite. De toute façon, elle n'a pas de légitimité religieuse à le faire, et elle ne s'entend pas avec les pays qui ont mené la contre-révolution dans les pays du printemps arabe. Donc finalement, c'est pas ça aujourd'hui le point de force des Turcs, c'est à nouveau le soft power économique et culturel. Alors, on draine des étudiants, on a un soft power médical extrêmement impressionnant aussi, qui d'ailleurs va être pas mal sous pression là, avec cette crise. Et puis, la capacité turque aujourd'hui aussi d'intervenir militairement hors de ses frontières. Et ça, c'est une nouveauté depuis 2016, depuis la première intervention en Syrie, qui était la première fois que l'armée turque se déployait pour combattre hors de ses frontières depuis l'opération en Chypre en 1974. La Turquie s'est imposée comme un acteur un acteur militaire extrêmement important dans la région. C'est la 2e puissance militaire régionale après l'Égypte, mais la différence, c'est qu'elle fait usage de son armée. Donc, elle a réuni tous les éléments de la puissance. Et le plus important depuis la crise ukrainienne, c'est cette capacité de, au moins, facilitation, si ce n'est médiation. Évidemment, ceci implique aussi d'avoir une image à défendre. Et c'est là qu'on a un vrai problème avec ce séisme, c'est qu'aucun pays n'aime être pris en situation de faiblesse. Et moi, c'est la première chose qui m'a frappée en voyant les images de ce désastre dans le sud-est, c'était que Erdogan veut donner en permanence une image de modernité triomphante et de maîtrise des événements. Et là encore, oui, le premier jour, ça allait pas très bien, mais hier, la situation était totalement sous contrôle. Tout le monde voit que c'est faux. On voit donc que la situation a des impacts géopolitiques en Turquie, en Syrie, on en parlait, Manon Nourtanous. Il y aura également un jeu d'acteurs important avec différentes latitudes accordées à l'Iran et au Hezbollah, qui est en quelque sorte son bras armé. Là aussi, qu'est-ce que l'on peut imaginer suite à ce séisme? Que pourrait être la réaction de l'Iran, qui là aussi est dans une situation intérieure particulière? Alors l'Iran fait partie de ces quelques pays qui ont tout de suite envoyé de l'aide au régime syrien de manière assez aisée, puisque ça a pu se faire par avion, contrairement à d'autres régions du pays. Et l'Iran, poursuit cette alliance avec le régime qui avait été construite là aussi depuis très longtemps, depuis la révolution en Iran. On a souvent parlé d'arc chiite, je pense que l'expression est erronée. Il n'y a qu'à voir combien les combattants chiites en Syrie, que ce soit les envoyés de l'Iran ou le Hezbollah libanais, ont peu d'estime pour l'armée syrienne, elle dominée par des alaouites qui sont finalement rattachés à la branche chiite, mais en fait c'est une alliance stratégique. Donc dans le contexte actuel, je pense qu'il faut voir en fait au-delà de ces alliances régionales, qu'il y a un répertoire qui est en train de se dessiner avec une relative constance depuis ces dernières années, qui est une alliance de pays critiques de la politique occidentale, critiques du système onusien tel qu'il a été construit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et tous ces éléments, et d'ailleurs aussi le fait que la Turquie se rapproche de ses acteurs dans sa gestion de la crise syrienne, alors que les intérêts sont vraiment divergents sur le terrain, laisse voir se dessiner cette critique plus générale du système international que les Russes ont poussé sur la crise syrienne, qui sont en train de défendre sur la crise ukrainienne, et qui est adossé aussi à un usage, je dirais, décomplexé de la violence, ce qui est aussi quelque chose d'inquiétant sur ces dernières années, pour les années à venir. Un mot de conclusion, Dorothée Schmidt. Donc, on a aujourd'hui une étape qui est l'étape des secours en Turquie. Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour les prochains jours? Là, maintenant, c'est une course contre la montre pour trouver des survivants, à la fois parce qu'on a beaucoup tardé donc, à
à accéder aux zones sinistrées, et puis parce qu'il fait extrêmement froid. Et puis, comme l'a dit le patron de l'OMS, le problème maintenant, c'est de faire en sorte que les survivants survivent. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est dehors, sans pouvoir se chauffer. Le réseau de gaz, évidemment, a été arrêté parce qu'on a peur des explosions. Il n'y a rien à manger. Donc, en réalité, ce qu'on peut craindre, c'est qu'en fait, les pertes ne continuent de s'accumuler, pas simplement parce qu'on va trouver des morts sous les décombres. Donc vraiment, c'est une catastrophe d'une ampleur qu'on a du mal à imaginer. Je pense que c'est vraiment un point de basculement pour la Turquie. Dorothée Schmidt, chercheuse et responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Manon Nour-Tannous, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. On vous doit notamment La Syrie au-delà de la guerre aux éditions du Cavalier Bleu. 8h44 sur France Culture. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité.